Mesdames, Messieurs, Joseph Kabila reporte la réunion de Luanda qui aurait pu se tenir demain dimanche 17 juin 2018. Et pourquoi Kagame et Sassou Nguesso sont dans le coup? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience aussi. Mais quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici aussi comme un Congolais, c'est-à-dire un citoyen qui a des droits et devoirs d'être informé et d'informer aussi les uns et les autres. Parce que les mêmes causes créent souvent les mêmes effets. Ce qu'on appelle en physique quantique le monde de causes et de conséquences. Ce qui se dessine dans la sous-région du bassin du Congo risque d'avoir des impacts humanitaires plus ou moins durables. Nous avions des dictateurs qui ne souhaitent pas quitter le pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont racés comme des arbres qui l'on plante et après ils sont racés. Il y a d'autres qui ont même des racines très très profondes. Donc pour les déloger, il faut vraiment de l'eau. Et donc c'est ce qui va se passer dans le bassin du Congo. Et notamment en République démocratique du Congo, nous n'oublions pas aussi la République du Congo-Brazzaville et d'autres pays périphériques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'une réunion allait se tenir à Luanda ce dimanche pour voir comment Kabila peut quitter le pouvoir ou doit quitter le pouvoir ou laisser le peuple congolais librement faire soit une période de transition ou organiser librement des élections. Mais le dictateur Joseph Kabila ne souhaite pas entendre raison à la volonté générale, c'est-à-dire le peuple. Donc depuis 2016, il joue aux prolongations. 2016 est passé, il n'a pas voulu organiser l'élection, il a trouvé toutes les raisons du monde pour ne pas organiser les élections. En 2017, pareil. Et là, on se dirige vers la même situation, comme on dit, jamais 203. 2016, il n'a pas voulu. 2017, il n'a pas voulu. Mais combien de fois 2018, comme on dit, jamais 203. Et donc, il y a des voix s'élèvent, ils donnent un ultimatum pour le 30 juin. C'est aussi la date de l'indépendance de ce pays qui date de 1960. Donc c'était le 30 juin. Donc c'est une date butoir où le chef de l'État doit donner, où le peuple attend une clarification et une visibilité sur l'avenir d'un pays qui ne dépend pas d'un individu. Parce que ce pays a existé avant Kabila. Il existera d'ailleurs après Kabila. Donc, vous imaginez les enjeux. Mesdames, Messieurs, bon, si cette réunion devait tenir ou pas, bon, donc, je vais ici d'abord voir quelle est la géopolitique en présence. Quelle est la géopolitique en présence? D'abord, nous sommes dans le bassin du Congo. Le bassin le plus riche du continent d'ailleurs. Premier réseau hydrographique du continent. Deuxième ou troisième mondial, après l'Amazonie et le bassin du Mekong en Asie du Sud-Est. Nous sommes le premier réseau de biodiversité faunistique et floristique du continent. Et d'ailleurs deuxième du monde, toujours après l'Amazonie. Nous sommes au premier rang mondial de tout ce qui concerne les terres rares, qu'on appelle les minéraux, dans le fameux coltan, dans la République du Congo,
démocratique du Congo égorge les 60% des réserves mondiales. Vous savez, le coltan, c'est pour les technologies, les tablettes, les ordinateurs et tout ça. Voilà. Donc, s'il y a perturbation dans ce pays, les coûts de vos téléphones portables, ordinateurs risquent de flamber parce que la matière et les matières là, c'est dans ce pays. 60% des réserves mondiales. Et le bassin du Congo, c'est plus de 5 millions de kilomètres carrés, dont la République démocratique du Congo a déjà presque les 2 tiers de la superficie, c'est-à-dire 2 millions et... Non, oui, non, la moitié. 2 345 000 kilomètres carrés pour une population avoisinant les 80 millions d'habitants. C'est une puissance économique en dormance. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enjeux sur les problématiques ou des enjeux d'exploitation des matières premières. Et qui déstabilisent d'ailleurs ces pays, qu'on place toujours des mauvais à la place des gens responsables de ces pays. C'est pourquoi ils sont toujours en déclassement, toujours entre violence et déclassement. Mesdames, Messieurs, donc, la géopolitique, nous sommes là en présence des pays du bassin du Congo. Et pour revenir, c'est-à-dire cette réunion qui devait se tenir pour aller en détail, pour voir déjà, comprendre cette géopolitique, il faut d'abord voir ce qui devait être là dimanche pour ce sommet-là. Donc, parmi, bon, je ne peux pas les appeler, il y a certains, ils sont des présidents, mais d'autres, la plupart, c'est des dictateurs. Bon, donc, il devait être là présent, il y avait l'Angolais Lorenzo. Il devait être là présent le Gabonais Ali Bongo. Je ne sais pas pourquoi sa présence là. Il devait être là présent le Congolais Sassou Nguesso. Et Congolais de Brazzaville, bien sûr. Et le Sud-Africain Ramaphosa. Vous savez qu'il y a eu bouleversement en Afrique du Sud. Jacob Zuma est parti, mais c'était un allié du dictateur Kabila et aussi de Denis Sassou Nguesso. Et donc Ramaphosa n'est pas du côté de Sassou Nguesso ni de Kabila. Bon, donc vous avez aussi celui qui représente l'Union africaine, que nous appelions l'Union des dictateurs. Bon, donc, bien sûr que la plupart des dictateurs sont des pays d'Afrique francophone, pas d'Afrique anglophone. Bon, bref. Le Rwandais Paul Kagame devait représenter l'Afrique, l'Union africaine. Et n'oublions pas la présence, il devait avoir la présence de lui-même, le dictateur de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Joseph Kabila. Tout devait se tenir dans la capitale angolaise. Donc, parmi les acteurs là, il y avait ceux de la SADC, c'est-à-dire l'Organisation des États d'Afrique australe, dont les représentants seraient l'Angolais Lorenzo et le Sud-Africain Ramaphosa. Donc tout ça, ça fait partie d'Afrique australe. Et le bassin du Congo devait être représenté par Kabila lui-même et Sassou Nguesso et Ali Bongo. Sassou Nguesso, soi-disant président des Grands Lacs, la crise du Grand Lac, c'est un pompier pyromane et qui a détruit son pays, il a détruit son pays, mais la France-Afrique nous trouve toujours des rôles et des missions partout. Là, il est aussi pour les problèmes des Grands Lacs, là, autour de la crise en République démocratique du Congo. Alors que lui-même ne sait pas gérer son pays. Il a tenté d'entraîner son pays vers une poudrière, Denis Sassou Nguesso, le dernier joker de la France-Afrique. Et il est là. La France-Afrique nous place toujours là pour ses missions de sales coups et de coups bas. Donc, il est là-bas, soi-disant représentant des Turcs sur les Grands Lacs, le pays des Grands Lacs, ou de la RDC. Il a aussi une autre mission en Centrafrique. On lui a trouvé aussi une mission en Libye. Il reste qu'à trouver une autre mission pour l'Union européenne ou même pour diriger le monde. Il a toutes les missions, on le trouve. C'est la France-Afrique et la France qui tire le ficelle derrière. Sassou, c'est un pion de la France qui est derrière là. Et au Bongo, je ne sais pas sa présence, quelle devait être sa présence là. Bon, mesdames, messieurs, ceci dit, donc, il n'y a pas d'émotion, on reste sur l'esprit d'analyse. On sait ce qui se passe, c'est notre pays. Il y a des problèmes de vie et de mort dans cette sous-région. Donc il faut prendre les choses avec un peu, pas seulement de philosophie, mais beaucoup plus d'analyse plus profonde. Parce que tous les acteurs qui sont là
qui je vais vous en parler, ne sont pas dans l'intérêt de ces peuples, du peuple du Congo, des peuples du bassin du Congo. Ils ne sont pas pour les intérêts, ils viennent pour leur propre intérêt et de leur donneur d'ordre contre ce peuple du bassin du Congo, le bassin le plus riche qui est aujourd'hui le plus déclassé, le plus déshumanisé et le plus décivilisé par ces acteurs-là qui sont en présence. Notons au passage qu'il y a une différence entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone, il y a plus de dynamisme et de changement que l'Afrique francophone, qui recouvre d'ailleurs 2 tiers des dictateurs du continent. Et encore là, dans le bassin du Congo, tous les pays d'Afrique francophone sont tous des régimes dictatoriaux à caractère liberticide, antisocial et criminogène. La République démocratique du Congo, une dictature. Le Congo-Brazzaville, une dictature. Le Gabon, une dictature. Le Cameroun, une dictature. La Centrafrique, une dictature. Le Tchad, une dictature. Tous les pays d'Afrique francophone. Si on parle français en Afrique noire, vous êtes programmé à devenir dictateur et tuer les gens. Et donc, vous avez compris ça. Mais par contre, si vous parlez anglais et autres, donc vous êtes habilité à aller plus vers les tendances politiques et les développements de l'Afrique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon. Donc, nous sommes en présence, au niveau géopolitique, nous sommes en présence des pays du bassin du Congo et en face des pays d'Afrique australe. Donc, les pays du bassin du Congo qui devaient être représentés là, c'était le Gabonais Omar Bongo, le Congolais de Brazza, Denis Sassou Nguesso, et n'oublions pas Joseph Kabila lui-même, oui, et le président de l'Union africaine, c'est-à-dire le Rwandais Paul Kagame. Mais pour l'Afrique australe, parce que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, je vous ai dit, je vous rappelle que c'est plus de 2,345 millions de kilomètres carrés pour une population avoisinant les 80 millions d'habitants. Mais cette République a une de ces parties est en Afrique équatoriale et l'autre en Afrique australe. Donc, la SADC, où les représentants sont notamment Lorenzo, qui une partie de son territoire est aussi en Afrique équatoriale, l'autre en Afrique australe. Et la présence de la puissance africaine, la deuxième puissance économique d'Afrique, dans l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bon, dans cette géopolitique, il y a ceux qui font les pressions. Donc, c'est des pays qui sont sous pression des grandes puissances économiques et qui, la plupart, représentent les intérêts de leur multinationales. Donc, là, en République démocratique du Congo, c'est les Américains. Malgré que c'est un pays francophone, l'ancienne colonie belge, mais c'est les puissances, c'est toujours américain. Depuis l'affaire de Lumumba, à partir de Lumumba, en passant par Mobutu, tout ça, il y a toujours les Américains. Donc, c'est un point carré américain, quelque part, malgré la présence francophone. Et d'ailleurs, ce pays risque de se bouleverser d'ici peu de temps dans le bloc anglophone. Parce que la plupart des pays, rassurez-vous, je vous informe que la plupart des pays d'Afrique francophone souhaitent s'affranchir de la France-Afrique, c'est-à-dire la zone francophone qui devient un piège mortuaire, un piège de dictature, un piège, donc tout le monde veut quitter le système français ou France-Afrique. Ça, c'est ce qui est réel, qui va avoir dans l'espace et le temps. Donc, il y a les Américains, bien sûr. Après, il y a les Européens, mélangés Union européenne et la France-Afrique. Nous sommes en présence de deux forces là, dans l'Union européenne, aussi la France-Afrique, parce que l'Union européenne, là, la République démocratique du Congo fut une colonie belge, celle de l'Union africaine, l'Union européenne et tous ces instances de l'Union européenne sont à Bruxelles. Bruxelles, c'est la République démocratique du Congo, c'est son ex-colonie. Bon, donc, vous voyez déjà les enjeux. Bon, donc, il y a une confusion entre, soit il y a un côté l'Union européenne, mais de l'autre côté aussi la France-Afrique qui est derrière là, avec Sassou Nguesso et sa France, et qui joue les coudes avec Omar Bongo. Donc, c'est compliqué dans cette affaire-là.
Et bon, il faut aussi dire que militairement, il y a une petite intervention de la Russie et qui commence à mettre son nez là aussi. N'oublions pas aussi la Chine qui joue gros, qui est là, mais il reste silencieux. Mais les acteurs politiques militaires, il n'est pas là, mais lui c'est seulement économique. Il exploite là en 4 minutes, mais il a ses intérêts là. Je vous rappelle que c'est le bassin le plus riche du continent. 5 millions de kilomètres carrés. Avec toutes les terres rares et les minéraux. Plus de 60% des réserves mondiales. Terrestres, pas marines, parce qu'avec l'exploitation de tous ces minéraux sur Terre, demain, d'ici peu de temps, dans les années au 22e siècle, 23e siècle, nous pourrons aller chercher ces ressources, même ressources, dans les profondeurs des mers, et notamment dans les abysses. Et à ce moment-là, celui qui maîtrisait les technologies sous-marines et serait les premières puissances économiques du monde, ce sera plus que le pétrole. Le pétrole, ça sera zappé. Mais tous ces minéraux sont encore dans les abysses et dans les dorsales médias océaniques et les plateformes continentales et compagnie. Mesdames et messieurs, en réalité, le dimanche, cette conférence, s'il devait se tenir, devait accoucher d'une souris. Et pourquoi? Parce que, bon, déjà, il faut voir que, pour en arriver là, il faut déjà voir que Joseph Kabila ne souhaite pas quitter le pouvoir. Pas du tout. Il ne souhaite pas. Donc, pour parler de ça, donc, il faut aller voir les acteurs en présence. Déjà, ceux qui sont dans le coup de cette annulation, d'abord ceux qui sont dans le coup. Donc, ceux qui sont dans le coup, d'abord, c'est d'abord le dictateur lui-même. Il ne souhaite pas quitter le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Il ne veut pas parce que déjà son capital d'essai est énorme. Il a tué plein de gens. On parle de 12 millions de victimes de ces 17 ans de dictature qui est arrivé par hasard. Il a à peine combien? 52, 53 ans, un jeune. Son âge par rapport aux autres dictateurs qui ont 70 ans, 80 ans. Bon, donc, lui, il veut s'éterniser au pouvoir. Parce qu'il a peur d'un côté d'aller à la CPI et aussi l'autre de perdre tous ses privilèges. Parce que vous savez qu'en Afrique, quand il arrive là, bon, il souhaite toujours rester là au pouvoir. Donc, Kabila veut rester au pouvoir. Et la fin ne justifie pas les moyens. Vous aviez entendu parler qu'il y a une intense activité de mercenaires à Maluku. Maluku, c'est au nord de la capitale, Kinshasa. Donc, Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées au monde, sous le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. En termes de débit, ça fait 80 000 m3 par seconde. Il est long de 4700 km à peu près. Et le fleuve, à ce niveau entre Brazzaville et Kinshasa, c'est 4-5 km de large. Mais quand on monte vers le nord des deux capitales, on retourne à Maluku. Le fleuve doit faire là au moins 2 km de large. Ça, c'est l'entrée du couloir. Et donc, là, à Maluku, on a constaté une intense activité de mercenaires et stockage des armes de guerre et des munitions. Comme ici, on s'est préparé d'une guerre. D'où viennent ces mercenaires? On dit qu'ils seraient des étrangers. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Bon, donc, ils vont certainement se passer un événement. Donc, Maluku, en face aussi, il y a l'autre Maluku du Congo-Brazzaville. Est-ce que le matériel là vient de l'aéroport de Ndjili? Sinon, ça se saurait. Est-ce que ça vient de l'aéroport privé du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui, pour lui, il est dans le coup de Kabila parce que pour lui, il faut qu'il maintienne Kabila quelque part. Même si il sait bien que Kabila n'a plus de crédibilité, mais il faut le maintenir parce que Sassou Nguesso, il sait bien qu'à chaque fois qu'il y a eu changement brutal en République démocratique du Congo, il y a eu un impact de l'autre côté du rêve du feu Congo, Brazzaville, chez nous. Mesdames et messieurs,
Donc, Kabila sait que tout le peuple congolais est en méfiance et en défiance contre lui. Donc, il y a le risque de chaos et des troubles dans toute la sous-région. Et donc, l'économie mondiale risque d'être un peu perturbée. Parce que je vous ai dit que la plupart des réserves qui touchent les terres rares sensibles ou les minéraux sensibles comme les coltan qui touchent les technologies, les risques d'augmentation de vos ordinateurs portables est réel. Parce que c'est 60% des réserves. Mais si cette guerre-là est au trouble qui peut durer 1 ou 2 ans, et là, ça risque de perturber durablement. Mais bien sûr que peut-être pour le marché, plus il y a des troubles, plus ils exploitent. Oui, c'est peut-être aussi ça. Ça peut être aussi une façon de piller encore des primaires dans les troubles. Donc on veut qu'il y ait des troubles pour qu'on pille. C'est ça aussi peut-être. Mesdames et messieurs, ceci dit, alors, que veulent d'abord les acteurs en présence? Donc pour Joseph Kabila, lui, c'est faire les prolongations comme Mobutu. Mobutu en 92 et 90 ans, dit non, quitter le pouvoir, non, il ne voulait pas. Il a fait des prolongations entre 1992 à 1997 jusqu'à ce qu'il soit éjecté par Laurent Désiré Kabila. Et donc, Kabila joue gros parce que il ne sait pas que lui-même il devient comme un coq déplumé. Il s'agite, mais il ne sait pas que les choses sont en train de tourner contre lui, déjà le peuple. Et aussi les partenaires qui sont un peu confus. Bon, sont ambigus et juteux d'ailleurs, parce que les intérêts dans cette sous-région sont énormes, dépassent même la survie de ces gens-là, pourvu qu'ils soient déjà pour représenter les intérêts de ces puissances. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont plus crédibles aussi. C'est un problème de conscience. Même si le marché n'a pas de conscience, mais là, on peut quand même dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Disons, Kabila n'est plus crédible. Mais lui, il veut être crédible par la force. Mais il risque de laisser sa peau. Mesdames et messieurs. Bon, le Kabila tient encore là parce qu'il a 2 alliés importants. D'abord, le Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui représente aujourd'hui l'Union, président en exercice de l'Union africaine pour un an ou 2 ans, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, il est le président en exercice de l'Union africaine, c'est-à-dire l'Union des dictateurs qui ne sert à rien, on ne sait pas pourquoi ça sert à ces choses-là. Bon, bref. Donc, Kagame, bien sûr, c'est un dictateur, mais c'est un dictateur un peu spécial. C'est-à-dire, s'il y avait des dictateurs en Afrique comme lui, je serais bravo, je dirais chapeau. Même là, je dis bravo au niveau économique, macroéconomique et stratégique et autres. C'est vraiment un expert. Il a développé son pays d'abord. C'est un pays d'abord en Afrique francophone. Il s'est affranchi de la France-Afrique et de la France après les génocides du Rwanda en 1994. Et depuis, il s'est allé vers le monde anglophone. Et donc, il y a eu un développement considérable, mais en pillant les ressources de la République démocratique du Congo, dans les fameux minéraux que je vous ai précités. Et donc, le cheval de Troie du Rwanda et de Kagame, c'est justement Joseph Kabila. Donc, il ne veut pas que Joseph Kabila s'en aille. Mais sinon, c'est comme tirer une balle sur ses propres pieds. Donc, c'est pas possible. Kabila est le cheval de Troie de Kagame. Et donc là, c'est compliqué pour lui. Donc, il joue les prolongations et autres. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va passer. Qui sont les forces en présence. En réalité, Kagame était autrefois soutenu par les Américains. Est-ce que c'est encore le cas? Comment ça se passe? Donc, on ne sait pas les enjeux au niveau de ces prisons parce qu'on n'est pas José Kani et connaît ces trucs dossiers-là parce qu'on n'est pas aux affaires là-bas. On aurait pu connaître les gens qui connaissent les intentions de Kagame. Donc, l'accord de Kagame est venu ici à Paris et aussi avec le Rwanda, avec l'Angola. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que l'Angolais Laurent
Lorenzo, il veut coûte que Kabila dégage. Ça, c'est sûr et certain. Et comme les Sud-Africains d'ailleurs, Ramaphosa. Donc, toute la SADC, c'est-à-dire les pays d'Afrique australe, ils ne veulent plus de Kabila. Mais Kagame est là parce qu'il devient quand même une puissance militaire, donc il a lié avec les militaires. Moi, maintenant, on parle de la Russie, on parle plein de choses, donc c'est compliqué. Bon, il y a aussi le Congolais Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso, c'est entre le marteau et l'enclume. Il joue au jeu du chat et de la souris, peut-être viendra celui du gendarme et du voleur. Parce que le voleur, les gendarmes, c'est le peuple congolais de la RDC qui veut en découdre avec ça. Mais même si, moi je peux vous lire déjà pour en arriver là. Donc Denis Sassou Nguesso joue gros là. Parce que son but est déjà de préserver déjà sa dictature et les intérêts de sa France Afrique. Parce que déjà, Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a entêté tous ces dictateurs-là dans la sous-région. Maintenant, Kabila est en mauvaise posture, mais on a dit que Kabila serait trahi par Denis Sassou Nguesso et que peut-être que Sassou Nguesso, avec sa France-Afrique, il aurait trouvé un autre pion en République démocratique du Congo, d'où l'alliance un peu bizarre entre l'Angola, le Rwanda et contre Kabila. Donc, on ne sait pas. Maintenant, regardez ce qui se passe du côté du peuple. Parce que là, je prends un site qui est... C'est vraiment des intellectuels de la République démocratique du Congo qui donnent vraiment des pensées et autres. Ils donnent parfois des analyses. Je vais d'abord lire ce qu'ils ont écrit et pour voir ce qu'ils pensent de la République démocratique du Congo. Le putschiste Joseph Kabila a fui la réunion de Luanda sur la République démocratique du Congo prévue pour ce dimanche 17 juin 2018. Il a demandé aujourd'hui, vendredi, le report de ce rendez-vous sans proposer une nouvelle date. Voilà pourquoi nous devons le chasser. Il nous faut une transition sans Joseph Kabila. Ça, c'est la volonté générale de la République démocratique du Congo. Et je vais lire aussi un autre. Le putschiste Joseph Kabila a demandé le report de la réunion de Luanda. Il a demandé ce vendredi le report de ce rendez-vous sans proposer une nouvelle date. Que veut-il au juste? Que veut-il encore rouler ses voisins dans la farine? Comme d'habitude. Vous imaginez la situation. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, c'est une situation qui est tendue. Parce que je vous rappelle que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un changement brutal en République démocratique du Congo, il y a eu un impact en République du Congo. Donc, vous voyez que Sassou est tout le temps. Donc, Sassou et Kabila sont en intelligence contre le peuple. Et ils jouent, ils ne se parlent. Donc, les liens entre Paul Kagame, le problème de Paul Kagame en République démocratique du Congo est économique. Économique. Parce que ce pays se nourrit des matières premières de la République démocratique du Congo, avec, en protégeant son cheval de droit, c'est-à-dire Joseph Kabila. Mais Sassou Nguesso, la situation n'est pas économique avec la RDC, elle est politique et géopolitique. Cela veut dire que si ça chute en RDC brutalement, ça risque d'emporter Sassou Nguesso, étant donné que la méfiance et la défiance est totale en République du Congo-Brazzaville, où le dictateur a déjà 35 ans de sa tyrannie, liberticide, antisociale et criminogène, et confiscatoire d'ailleurs de l'État. Et là, 97% de la population ne veulent pas de lui, mais lui, il a des armes. Il a des moyens de protection de tous ces réseaux de France-Afrique qui ont donné tous les moyens pour se maintenir par la violence et par la force. Et au moment là, les gens cherchent que la solution congolaise de Brazzaville n'est plus politique, elle est militaire. Et mais nous n'avions pas de base arrière pour préparer une question pour venir. Au cas où ça change en République démocratique du Congo dans les conditions imprévisibles, et c'est là que pourraient être les détonateurs pour les mettre hors d'état de nuire. Rassurez-vous qu'au Congo-Brazzaville, c'est un pays où 90% des militaires ne souhaitent plus se battre pour ce monsieur. Mais Sassou Nguesso a des mercenaires. Il a la France. Et c'est une puissance économique. C'est le dernier joker de la France.
dans cette sous-région qui risque même d'emporter la France-Afrique dans cette sous-région. D'où les lettres, les rappels disent non, nous devons avancer comme les lettres, comme la vie à bicyclette. Mais la France ne veut pas entendre raison à ces intellectuels congolais et qui pensent qu'on pourrait avancer dans une nouvelle France-Afrique. Mais la France joue gros parce qu'il y a déjà les problèmes de l'énergie, du pétrole qui exploite de manière abusive et illégale au large de Pointe-Noire sans qu'il n'y ait que compte au Congo. Donc c'est un pétrole qui est gratuit. Que le Congo sorte là, il n'y a rien, on ne garde rien. Bon, n'oublions pas les problèmes des francs CFA, les réserves sont en train de s'effondrer, mais aussi les problèmes des voix de la France au Conseil de sécurité, les droits de veto. Donc il y a plein d'enjeux là pour la France dans cette sous-région, déjà avec le Congo, Brazzaville, qui est aussi Denis Sassou Nguesso, le dernier cheval d'étoile de l'empire colonial français là. Donc s'il chute, il risque d'avoir un effet d'entraînement. Étant donné que s'il y a alliance entre les deux pays, les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa, donc il risque d'avoir un effet d'entraînement dans toute la sous-région et la France pourra perdre gros. Alors qu'elle avait tous les moyens, avec les stratèges, les géopoliticiens, de dire non, anticipons. Déjà nous avons une situation politique avec le général Jean-Marie Michel Okoko, élu par le peuple, et qui est aujourd'hui emprisonné par Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et donc, il risque d'avoir des impacts, voilà, parce que, impact d'ici peu de temps, parce que toute chose a un début et une fin. Il y a une volonté générale, rien ne va plus marcher là-bas, mais on trouve toujours des missions à ce monsieur qui se sent important, hein, comme si il est assis sur un pays solide. Non, il est assis sur une poudrière, sur un château de cartes. Mais pourquoi on lui trouve toujours des missions partout, à les mêmes créer des tensions? Parce que, souvenez-vous, je vous l'ai dit, que ça se risque gros, parce que là-bas, ils n'ont pas oublié l'opération Bataille à Makolo de 2014, qui a envoyé dans des conditions inhumaines plus de 90 000 les Aïrois, non, les Congolais de RDC. Mais ils n'ont pas oublié ça. Dans la résistance, dit non, le jour où on prend le contrôle du Congo démocratique, nous, la première opération, c'est attaquer Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez, ça, quel que soit les pouvoirs. Donc, Sassou Nguesso cherche à voir qui va prendre le contrôle. Mais si ça rentre dans une période de transition, mais c'est aussi possible pour se faire éjecter Sassou Nguesso. Mais si c'est après une élection, où ce sera aussi quel pion ils vont placer. Mais c'est un pays quand même énorme. Donc, avec plein de gens, ils vont vérifier celui qui viendra président. Donc, Sassou pourra alimenter avec son magot et autres, mais ça ne marchera pas. Et deuxièmement, si c'est dans les chaos, et là, tout est imprévisible pour tout le monde. Non seulement pour si ça passe dans le chaos dans la RDC, oui, mais tout est possible. Tout sera possible pour que il arrive une situation chaotique des deux côtés du fleuve Congo. Les gens ne savent pas dire. Si on a donné une date butoir à Joseph Kabila jusqu'au 30 juin, qui doit dire clairement s'il veut un troisième mandat ou pas, s'il veut organiser l'élection ou pas. Sinon, il y aura intervention, soit on rentre dans une phase de guerre civile, c'est déjà prévisible, c'est-à-dire Kabila avec ses mercenaires, je ne sais pas quel pays, je ne sais pas, ils sont basés là à Maluku, d'autres sont dans civil, partout dans Kinshasa, et donc il reste des crimes humanitaires encore, hein, des crimes des génocides et autres qui pourraient arriver là. Bon, de l'autre côté, il peut y avoir l'intervention de la SADC. La SADC, c'est les pays qui recoupent, c'est la première puissance militaire quelque part d'Afrique, avec l'Afrique du Sud. Et l'Angola, le Botswana et tout ce monde-là, ils vont se regrouper pour venir attaquer Kabila. Donc, vous voyez déjà les dangers. Mais derrière ça, mais comment la position des grandes puissances, dont les Américains, l'Union européenne et autres, on ne sait pas ce qui se passe derrière, en fait. Donc, la situation est là, c'est-à-dire nous avions des dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent entraîner tout le monde dans le chaos. On ne sait pas si cette guerre-là commence, civile, et commence avant les élections, et qu'on arrive à un chaos. Et le chaos-là va durer combien? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais au niveau économique, il y aura déjà perturbation au niveau des coûts des matières premières. Parce que bien sûr que les sites d'exploitation de ces matières premières, c'est la ceinture cuplière et qui va du Katanga jusqu'au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, n'aura pas d'impact par rapport à ce qui va se passer peut-être à Kinshasa, ou même à Lubumbashi, ou peut-être dans le Kivu, nord Kivu, sud Kivu. Donc on ne sait pas. Donc tout est possible. Et autrement,
Autrement dit, si nous arrivions dans tous les cas, la situation va se diriger vers une période de transition sans Kabila. Les élections ne pourront pas se faire parce que, au vu des conditions même de la CENI et de tout ce qui est en République démocratique du Congo, bon, pour être candidat, il faut avoir vécu 1 an au pays. Il me semble que les Katumbi, les Jean-Pierre Bemba et tous les autres sont allés à l'étranger. Ils ne peuvent pas. Donc il faut une période de transition. Et dans cette période de transition, il va durer peut-être 2 ou 3 ans. Et à partir de là, on aura une élection crédible pour repenser la République démocratique du Congo avec, en allant plus vers les régions, les régions États auto-gérées d'en bas vers le haut, c'est-à-dire les régions semi-autonomes. Et comme des types à la Suisse ou comme en Amérique et autres. Donc on va aller de plus en plus vers le fédéralisme avec un pouvoir politique, c'est-à-dire le président n'aura plus qu'un rôle symbolique en République démocratique du Congo. Donc les trucs seront faits par les grands électeurs et comme un peu le système américain ou mélangé avec les trucs suisses ou germaniques, donc ça sera dans ce but-là. Donc vous voyez que tout se dessine là et dans ce cadre-là. Et nous serions là en tant que voisins parce que moi, la République démocratique du Congo, c'est chez moi. Le Congo-Brazzaville, c'est chez eux aussi. Donc nous sommes unis. Donc Sassou Nguesso cherche à passer en force, concernant sa tyrannie pour placer son fiston pour qu'il y ait une dynastie ou même l'ethnocratie, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba, mais ça ne marchera pas. Déjà, en République démocratique du Congo, les tribus qui ont été victimes de l'opération Mbata Makolo sont majoritairement les Bakongo, qui couvrent toute la région de Kinshasa et tout le sud du Congo, du Congo démocratique du Congo, c'est-à-dire les Bakongo là-bas. C'est combien une population avoisinant les 15-20 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire. C'est énorme. Donc c'est une puissance électorale. Les électeurs, ils ne pourront pas tolérer que ça soit venu faire la guerre dans le pool, tuant les Bakongo et aussi faire, comme on appelle l'opération Batamakolo, qui a touché toutes les tribus de la République démocratique du Congo, sans ni les fistons de Sassou Nguesso qui a sa mère, qui est de la République démocratique du Congo, dire non, papa ne fait pas ça. Mais ils ne pardonneront jamais. Donc méfiez-vous des apparences, ils ne passeront pas Kiki. Donc ils sont en guerre contre Kiki aussi là-bas. Et deuxièmement, ce que vous voyez, les situations étaient imprévisibles. Donc vous devez comprendre que les enjeux, cela, en réalité, ils veulent encore jouer les prolongations. Et peut-être que Joseph Kabila va attendre le 30 juin pour prononcer les discours. Peut-être qu'il a fait l'option, hein, parce qu'on dit que l'option de Kabila, elle est militaire, elle n'est plus politique. Il veut se maintenir par la force et tuer et autres. Donc il peut y avoir la violence, parce que même les armées de la République démocratique du Congo, même s'ils sont aujourd'hui désarmés comme au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, parce que c'est les mêmes écuries, ils ont donné les mêmes conseils, désarmer les armées et donner la force au niveau des mercenaires. Ça, c'est ce qu'ils ont fait au Congo Brazzaville comme au Congo Kinshasa. Donc c'était des gens qui n'étaient pas bien. Ça soit entraîné tout ce monde-là dans ce système-là et qui s'étend d'ailleurs jusqu'au Gabon ou jusqu'au Burundi et tout ça, c'est des conseils comme ça. Donc des États entiers n'ont plus d'armes. Donc vous voyez déjà ça. Donc l'armée maintenant du côté des mercenaires. Mais bien sûr que c'est vu il y aura toujours une fin. Donc vous venez de comprendre que les enjeux ne sont pas les mêmes. Lorenzo en Angola joue un peu truc avec la corde au cou. Parce que d'un côté il a le pétrole, son pétrole. Angola qui est exploité par Total. Total, c'est la France. La France avec Sassou Nguesso. Donc lui, il est entre l'Afrique australe, contre Kabila, et il y a la France avec Sassou Nguesso, en mode Bongo qui les plate là pour les problèmes de pétrole. Donc c'est compliqué. Donc l'avenir de demain, ce n'est pas le pétrole. C'est une ressource qui deviendra de plus en plus stratégique. Les ressources stratégiques, c'est les terres rares et les minéraux. Ça, c'est l'enjeu de demain. Parce que le pétrole, c'est dans quelques années. Bon, bien sûr que nous n'avons pas bénéficié de ce pétrole. Le pétrole du Congo, les Congolais n'ont bénéficié que 1% du pétrole congolais. Tous les 99%, c'est Sassou et la France, l'Afrique et tous ces mondes-là qui sont venus piller, ils sont gardés l'argent là-bas. Mais est-ce qu'ils sont aussi bons, bien que ça, ils sont aussi heureux que ça? Bon, voilà, mais bien sûr. Donc nous devons comprendre les enjeux parce que là, vous devez comprendre que Sassou Nguesso, en fait, il est perdu. Il court passer par là. Il voit Kagame. Attends, comment ça se passe avec
Mais Kabila, oui, mais on va voir, est-ce que les Américains sont avec eux, bon, les Américains ne veulent pas aussi Sassou Nguesso. Mais donc, c'est compliqué, bon, vous voyez ces enjeux-là. Donc, ils courent là. Mais en réalité, Sassou Nguesso est là, avec Ali Bongo, en guet-apens pour les intérêts de la France-Afrique. Et Lorenzo est là pour les intérêts du peuple congolais et du bassin du Congo. Mais il est attaché la corde au cou à cause des problèmes avec Total, et qui est aussi allié à Sassou Nguesso. Maintenant, Paul Kagame n'en peut plus, parce qu'il ne sait pas, d'un côté, qui est équipé et contrôle le Congo demain. Et c'est comment nous allons négocier pour garder nos intérêts de ces matières premières et que nous prenons à titre abusif dans ces régions-là. Est-ce que ça va diminuer les coûts? Donc, comment on négocie tout ça? Donc, l'économie reste sur l'économie. Si vous avez acquis une expérience, Kagame, d'exploiter ces trucs-là, il faut trouver le juste équilibre pour que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais Kagame, c'est économique. Ça, c'est politique. Et géopolitique d'ailleurs. Et pour l'Afrique du Sud, bon, il vient là parce que c'est la SADC. Bon, l'Afrique australe, c'est des règlements. Bon. Sinon, en réalité, la situation de la République démocratique du Congo ne concernait pas l'Afrique du Sud. Mais elle vient là parce que, simplement pour l'Union d'Afrique australe. Donc, vous voyez déjà les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez compris et merci beaucoup et à bientôt. Donc, ce ne fut qu'une analyse comme ça. Bon, ben, j'ai fait ça vite fait comme ça. J'ai vu, ben, chacun peut apporter sa contribution dans la réflexion parce que, hormis ces problématiques simplement politiques, mais c'est des problèmes de vie et de mort. Donc, on va tuer encore les gens. Ils n'arrêtent pas de tuer. Donc, nous devons penser comment, demain, si Kabila tombe, et comment repenser le nouveau Congo démocratique avec les systèmes de république comme américain, mais avec plus de présidents de la République. Titre symbolique, tout va se passer autour des régions semi-autonomes et qui vont gérer comme des régions-États et qui seront vraiment dans cette diversité où les compétences, les ressources seront gérées par ces régions elles-mêmes. Et toutes ces régions sont riches. Il y a d'autres qui sont des régions qui détiennent des matières premières minérales, ou des terres rares, des minéraux. Il y a d'autres qui sont de la biodiversité, comme les régions de l'Équateur, ou des Kasaï. Voilà, donc vous voyez déjà ça. Donc tout est possible. D'autres peut-être touristiques, et d'autres mélangés minéraux. Donc il y en a tout. Tout, c'est une grande puissance. Donc l'État centralisé de la République démocratique du Congo, c'est terminé. Donc ça va être ce modèle qui sera aussi appliqué en République du Congo-Brazzaville et qui va arriver. Et tout cet ensemble, ce dynamisme va construire tout au long de ce début de ce 21e siècle déjà des pays émergents dans la sous-région et qu'à partir de 2050, nous commencerons à sortir la tête haut et qu'à la fin des années 2080, nous pourrons prendre le contrôle d'un bloc économique vraiment puissant. Puisque nous avons les ressources, nous avons les intelligences, nous aurons aussi la matière grise, puisqu'elle sera formée déjà pendant ces périodes de refondation de notre écosystème du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.